Je vais présenter le deuxième communicateur et du panel qui va nous présenter ou qui représente la CENTIF Togo sur la prévention et la lutte contre la corruption dans le secteur extractif togolais. Chaque fois, quand on me demande de présenter un juriste, je me demande, est-ce que c'est le juriste, cette notion que la population, bien, le citoyen lambda a, ou c'est le vrai juriste qui dit le droit sur des lignes courbes? Cette personne, dans son CV, a ajouté un mot. Il est juriste et politiste. Il y a une différence entre un politologue et un politiste. Monsieur Maniabou Esso Ouna. Est-ce que j'ai prononcé très bien le nom? Il est conseiller juridique et analyste stratégique à la CENTIF. S'il vous plaît, sous vos observations, accueillez monsieur Maniabou Esso Ouna, juriste et politiste, conseiller juridique et analyste stratégique à la CENTIF. Merci beaucoup. Avant toute chose, je voudrais remercier Dieu pour cette initiative qui est d'une importance capitale pour nous tous ici. Le président de la CENTIF aurait voulu être présent lui-même pour vous entretenir sur le thème, mais étant empêché, il m'a fait honneur de le faire. Nous allons tous voir dans quelle mesure ou comment la CENTIF Togo contribue à la transparence dans le secteur extractif. Donc nous allons le voir. Voilà. Donc, dans un premier temps, nous allons découvrir la CENTIF. Souvent, quand tu rencontres quelqu'un dans un atelier et tu lui dis qu'il y a la CENTIF, la personne te demande c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle comme ça la CENTIF? Les gens ne connaissent pas le service. Donc c'est l'occasion pour nous de le découvrir ensemble et de voir quelles sont ses attributions et dans quelle mesure ce service peut contribuer à la transparence dans le secteur extractif. Après, bon, comme je le dis, nous allons voir les actions de la CENTIF Togo en faveur du secteur extractif. Et en troisième position, nous allons vous présenter une typologie de blanchiment du produit de la corruption et de la fraude fiscale à travers le secteur extractif. Et il y aura une petite conclusion pour ce Togo. Je voudrais préciser ceci. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est une exigence de la communauté internationale. Déjà en 1989, la communauté internationale avait créé le GAPI, le groupe d'action financière. Donc c'est une institution internationale qui est chargée d'émettre les normes et les recommandations visant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc, cette institution internationale, le GAPI, avait émis, bon, actuellement, alors je parle, elle a émis 40 recommandations. Et c'est sur la base de ces recommandations que les pays arrivent effectivement à lutter contre le blanchiment de capitaux. Donc, la CENTIF a été créée sur la base de la recommandation 29 qui exigeait des pays, des États, de créer un service, de se doter d'un service de renseignement financier qui aura pour mission l'analyse et le traitement du renseignement financier. Donc sur cette base, déjà en 2008, le Togo a créé la CENTIF, mais le service est entré dans sa phase opérationnelle en 2009. Donc pour revenir à notre présentation, la CENTIF Togo, c'est la cellule nationale de traitement des informations financières. C'est une autorité administrative qui est placée sous la tutelle du ministre des Finances et non du ministère des Finances. Donc c'est un service qui est placé sous la tutelle du ministre des Finances. Il est doté de l'autonomie financière et d'un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence. Donc cela se retrouve à l'article 59 de la loi que j'ai citée.
Descendez. Ok. La CENTIF a pour mission le traitement et la transmission d'informations en vue de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'est sa mission. Lorsqu'elle reçoit des informations qui sont susceptibles de révéler le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme, elle traite ces informations et elle transmet les résultats de ce traitement à l'autorité judiciaire ou à d'autres administrations pour la suite de la procédure. Donc, au titre des actions, tel que je le disais tantôt, il faut préciser que la CENTIF a accompli deux actions qui s'inscrivent dans deux contextes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Dans un premier temps, il y a le contexte de la prévention et de l'élaboration des politiques de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ensuite, il y a une autre action, un autre contexte qui est relatif à la transparence et propriété effective des personnes morales. Sur le deuxième point, il y aura beaucoup de choses qu'on va se dire pour qu'on puisse être clair sur ce qui est fait dans le secteur extractif. Concernant la prévention et l'élaboration des politiques de LBCFT, je vous avais parlé de 40 recommandations émises par le groupe d'action financière. Il y a une recommandation qui impose, qui demande aux pays d'évaluer leur risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Et c'est la recommandation numéro 1. Donc, à travers cette recommandation, le Togo a effectué une évaluation nationale de ces risques, des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Donc, cette évaluation, elle a été faite sur une approche basée sur les risques et elle a concerné tous les secteurs assujettis. Donc, nous avons une loi uniforme qui a été adoptée en 2018 et qui cite les secteurs qui sont assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Donc, parmi ces secteurs, nous avons le secteur minier, qui est un secteur qui est assujetti, donc qui est tenu de mettre en œuvre les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Voilà. Donc, l'objectif de cette évaluation nationale, c'est dans un premier temps d'identifier, de comprendre et d'évaluer les risques de blanchiment de capitaux liés au secteur assujetti. Donc, dans notre contexte ici, c'est le secteur minier. Et cette évaluation s'est appesantie sur les négociants des métaux précieux et pierres précieuses. Donc, c'est la cible de l'évaluation. Et cela nous a permis de comprendre, d'identifier les risques de blanchiment de capitaux auxquels ce secteur est exposé. Donc, cela a été fait sur une approche basée sur les risques. Parce que, après l'évaluation, lorsqu'on a identifié les risques, on a compris nos risques, on les a évalués, c'est-à-dire le niveau du risque. On doit être en même de prendre des mesures adéquates pour mitiger les risques ainsi identifiés. Donc, c'est ça, en fait, qui est l'approche basée sur les risques. Donc, lorsque le risque est très élevé, cela demande du secteur, au secteur de prendre des mesures de mitigation qui sont très renforcées. Lorsque le risque est moyen, donc il faut prendre des mesures de mitigation qui sont normales. Et lorsque le risque est faible, il faut prendre des mesures de vigilance ou de mitigation qui sont faibles ou bien souples possibles. Donc, pour le secteur minier, le risque était élevé. Et nous allons voir pourquoi le risque était élevé. Vous allez sur la page web. Voilà. On s'est rendu compte que, premièrement, il y avait une insuffisance de mise à l'épreuve. C'est un secteur qui ne dispose pas aujourd'hui d'un correspondant à la CENTIF Togo. Et là, ça pose un problème. Donc, c'est la population nationale qui est mise en jeu. Ensuite, on dit néanmoins, dans le cadre de l'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, ce secteur y a activement pris part afin d'évaluer les risques auxquels il est exposé. Donc, ça, on laisse. À la lumière de ce qui précède, les risques souvent ont été identifiés.
À l'examen de la loi numéro 96-004 du 26 février 1996 portant haute dignité de la République togolaise, du décret de 2009 relatif à l'achat et à la vente des substances de l'arrêté, on a cité les tests. Il n'existe aucun volet de LBCFT dans cet texte-là. Au fait, nous sommes dans le cadre de la prévention et il était indispensable qu'il y ait un minimum de mesures de diligence qui soient mises en œuvre lorsqu'on ne veut pas les permis d'exploitation ou bien les contrats, je ne sais pas comment vous appelez ça dans le secteur. Convention de voilà. Il y a des mesures de vigilance, des mesures préventives qu'il faut mettre en œuvre. Par exemple, l'identification de la personne du bénéficiaire effectif. Est-ce que vous voyez, vous assurez au niveau des contrôles a priori que la personne qui veut avoir accès ou bien qui demande le permis n'est pas un criminel. Donc il y a ces mesures de vigilance qu'il faut a priori qu'on devait mettre en œuvre. On se rend compte que tous ces textes-là ne contiennent pas ça. Donc déjà, c'est la vulnérabilité du cadre juridique. Et cela constitue déjà un risque pour le secteur. Ensuite, on dit absence d'un organe ou d'un cadre réglementaire de supervision et de surveillance des agents miniers pour la mise en œuvre des mesures internes de LBCFT. Comme je le disais tantôt, quand on prend une société extractive, c'est intéressant, disons indispensable, que cette société puisse disposer des procédures internes de LBCFT. Lorsqu'on parle de procédures internes, on fait allusion d'abord à l'instance d'une structure de conformité qui est chargée de veiller ou bien de s'assurer que les procédures mises en œuvre sont en adéquation avec les exigences de la loi. Mais quand on prend les sociétés extractives, il n'y a pas ce genre de service. Ensuite, les procédures internes aussi font obligation aux sociétés de former le personnel sur la LBCFT. C'est-à-dire de donner des outils, d'outiller le personnel sur les exigences de LBCFT. Bon, et d'autres aspects qui sont aussi beaucoup plus étendus. Nous avons aussi constaté une absence de sanctions administratives applicables aux agents miniers pour non-respect des obligations de la LBCFT. Dans le cadre de cette évaluation, nous avons approché la Direction générale de la géologie et des mines pour voir dans quelle mesure cette direction prononce des sanctions disciplinaires en l'encontre des sociétés minières ou des sociétés extractives qui ne respectaient pas ces obligations. On ne nous a rien dit. En fait, il n'y a même pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions de LBCFT. Certes, il peut y avoir des sanctions, mais c'est pour manquement à l'éthique de la profession. Mais des sanctions LBCFT, il n'y en a pas. Donc, ce sont des choses qu'il faut intégrer dans la législation actuelle. Il faut procéder à une mise à jour des tests pour prendre en compte ce volet-là. Nous avons aussi, j'avais parlé de formation, il y a aussi l'absence de connaissance des normes LBCFT, absence de structure et de responsable de conformité à la direction des mines de la géologie. Et j'ai parlé de l'assujettissement de ce secteur. Donc, le secteur minier, en effet, est tenu de faire des déclarations d'opérations suspectes à la CENTIF. Lorsque ce secteur est en face d'une situation inhabituelle, elle est tenue de saisir la CENTIF sur la base d'une déclaration d'opération suspecte. Donc, quand nous on reçoit cette déclaration, on l'analyse, on la traite, et si l'analyse a révélé des indices de blanchiment de capitaux, la CENTIF produit un rapport qu'elle transmet au procureur de la République pour la suite de la procédure. Mais on n'a jamais reçu de DOS venant du secteur minier, alors que ce secteur est assujetti à la LBCFT. Donc voilà un peu, sur la base de ces vulnérabilités, la CENTIF Togo, il y a des recommandations qui ont été faites. Ces recommandations, on a commencé par les mettre en œuvre. Je ne sais pas si vous êtes au courant. La CENTIF Togo a élaboré les lignes directrices de LBCFT en faveur du secteur minier. Ces documents ont été validés et officiellement envoyés au ministre des Mines, qui sera chargé de les diffuser auprès des acteurs. Je ne sais pas si vous avez connaissance de ce document. Si vous n'avez pas connaissance de ce document, si vous allez là-bas, ils vont vous le donner. Sinon, je peux vous le donner ici aussi. Voilà, donc il n'y a pas de souci. On peut revenir sur cette évaluation. Ont été intégrés dans un document national de politique et de stratégie que la CENTIF a élaboré
qu'on appelle communément la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'est un document qui a été validé, qui était là pour les évaluations. Donc le document est en cours d'adoption actuellement. Donc les principales conclusions et recommandations de cette évaluation du secteur minier ont été intégrées dans ce document de politique nationale. On peut avancer. Voilà. Il y a un autre contexte qui est beaucoup plus intéressant et qui concerne vraiment le secteur extractif, c'est la transparence et le bénéficiaire effectif des personnes morales. Lorsqu'on prend la recommandation 24 éducative relative à la transparence et le bénéficiaire effectif des personnes morales, cette recommandation demande au pays de disposer d'un mécanisme qui permette la collecte, la disponibilité et la mise à jour des informations sur les bénéficiaires effectifs. Et l'objectif, c'est d'empêcher que les criminels utilisent les sociétés et les entreprises pour blanchir le produit de leur crime. Donc pour cela, il faudrait qu'il y ait un mécanisme qui permette de collecter, de rendre disponible et de mettre à jour les informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales. En fait, il y a une définition de la notion de bénéficiaire effectif. Je voudrais préciser que généralement, le bénéficiaire effectif, c'est toujours une personne physique. Même s'il y a des entreprises qui se retrouvent dans un groupe ou bien dans une filiale, à la fin, le bénéficiaire effectif, c'est la personne physique qui est derrière. Qu'on ne voit pas surtout, pas forcément. C'est la personne physique qui contrôle finalement toute cette chaîne d'entreprise. C'est lui qui est le bénéficiaire effectif. Donc il faut toujours chercher à l'identifier et à mettre à jour les informations le concernant. C'est-à-dire, s'il change de profil, il faudrait que le mécanisme mis en place puisse se rendre compte que ce bénéficiaire est cette personne qui contrôle toutes ces sociétés a changé de profil. Donc il faut mettre ça à jour et cela permet maintenant de faire un suivi du fonctionnement ou bien de la gestion de ces personnes morales. Donc c'est cette exigence de la recommandation 24 qui demande, qui fait allusion à tout ceci. Bon, maintenant pour rendre effectif les choses, la CENTIF Togo a réalisé une évaluation spécifique des risques de BCFT liés aux personnes morales. Donc, les objectifs, c'est quoi? C'est d'identifier d'abord les différentes catégories de personnes morales créées au Togo, de voir les menaces et les vulnérabilités associées à chaque catégorie de personnes morales, de voir les risques de BCFT qui sont liés à chaque personne morale et de proposer des mesures de politique opérationnelle pour mitiger les risques ainsi identifiés. Donc la CENTIF a réalisé cette évaluation spécifique. Le rapport a été validé et je profite de l'occasion pour remercier aussi l'ITIE qui était là à cette évaluation, à la validation aussi. Donc le rapport a été validé et qu'est-ce qu'on constate? Au Togo, ici, il y a beaucoup de choses qu'on a pu déceler à travers cette évaluation. D'abord, il n'y a pas un mécanisme de collecte de données et d'informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales. Il n'y a pas de mécanisme. C'est le premier résultat auquel on est parvenu. Donc, ce qui voudrait dire qu'en réalité, aujourd'hui, si on prend toutes les sociétés et les entreprises, qu'elles soient extractives ou bien dans le secteur, on ne peut pas à l'instant précis dire que tel monsieur, c'est lui le bénéficiaire effectif. Et une fois qu'on n'arrive pas à le dire avec précision, c'est qu'il y a une vulnérabilité. Ce qui voudrait dire qu'on peut changer de bénéficiaire effectif comme on veut. Il y a des prêtres, il y a des personnes qui viennent, qui font le travail, alors qui sont des personnes de paille. Ils sont sous couvert. Le véritable bénéficiaire effectif se cache derrière quelque part. Donc il faut pouvoir l'identifier et mettre à jour ces informations. Mais actuellement, au moment de la réalisation de cette évaluation, il n'y avait pas un tel mécanisme. L'autre obligation aussi qui permet d'identifier le bénéficiaire effectif des personnes morales, c'est le registre des bénéficiaires effectifs. Donc il n'y a jamais eu un registre national comme ça, centralisé,
qui contiennent des informations sur les bénéficiaires effectifs. Donc jusqu'ici, actuellement, on n'a pas encore ce registre-là. C'est vrai, je vais y arriver. Tout récemment, l'auteur a fait un travail dans ce sens. Il y a un arrêté qui a été adopté en février 2022. C'est l'arrêté fixant les modalités de collecte et de conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs. Cet arrêté a prévu, certes, l'obligation pour les sociétés de tenir le registre des sociétés et la création d'un registre national qui est centralisé au niveau de l'auteur de l'impôt. Mais la mise en œuvre n'est pas encore au rendez-vous. Donc, ce qui veut dire qu'on continue toujours par naviguer à vue. Et ceci constitue une vulnérabilité pour le secteur. On peut continuer. Donc, c'est ça, c'était l'objectif, empêcher l'utilisation des personnes morales par les criminels pour blanchir le produit du crime. Ceci par l'évaluation des menaces et vulnérabilités auxquelles sont exposées les différentes catégories des personnes morales. Je voudrais un peu revenir sur deux aspects. J'ai parlé de ça, j'ai survolé ça, mais c'est important que vous le compreniez. La notion de menace et vulnérabilité dans nos activités, en fait, c'est la combinaison des deux qui donne le risque. Donc, le risque est composé de des menaces et des vulnérabilités. Les vulnérabilités sont des failles internes à un système. Par exemple, lorsqu'on prend le secteur extractif, les vulnérabilités, par exemple, l'absence de réglementation, c'est une vulnérabilité. Donc, ce sont des failles qui sont internes à un système et qui le permettent d'être, disons, ouverts ou bien disposés à recevoir les coups venant de l'extérieur. Alors, lorsqu'on prend les menaces, ce sont des facteurs externes qui peuvent impacter le dispositif en raison de cette vulnérabilité. Par exemple, au Togo, les menaces sont essentiellement causées par les infractions sous-jacentes. La corruption, le détournement, la fraude, l'évasion fiscale, les délits d'initiés, la corruption dans les marchés, tout ça sont des menaces au blanchiment des capitaux. Donc, l'évaluation s'est bornée à relever toutes les menaces dans un cadre purement national et sectoriel, et les vulnérabilités aussi dans un cadre national et sectoriel. Et quand on a évalué tout ça, la corruption revient toujours, que ce soit au plan national ou bien au plan sectoriel. Donc, la corruption est une menace sérieuse du secteur pour le secteur extractif. Peut-être que vous le savez déjà, il y a le rapport Kabombeki qui a été publié en 2016 sur les flux financiers illicites en provenance de l'Afrique. Donc, quand ils ont fait cette étude, ils se sont rendus compte que la composante, les différentes composantes, c'est-à-dire les origines des flux financiers, c'est-à-dire c'était la plupart du temps les activités commerciales, la fraude, l'évasion fiscale, la qualification des flux de transfert. Il y a aussi les crimes ordinaires et la corruption. Mais ce rapport a été démenti, je voudrais vous le préciser. En fait, c'est la corruption même qui est le premier facteur, c'est-à-dire l'origine des flux financiers ici. Donc, ce qui voudrait dire que le secteur extractif est aussi exposé à cette menace et cela demande que les États prennent des mesures adéquates pour les mitiger. Continue. Voilà. Je vous parlais d'une typologie de blanchiment du produit de la corruption et de la fraude fiscale à travers le secteur extractif, soit ici au Togo ou bien avec nos instances sous-régionales. Nous avons ce que nous appelons les tendances émergentes. Sur une période donnée, on relève les tendances émergentes. Par exemple, de 2018 à 2021, à cette année comme ça, il se peut que ce soit la corruption ou bien la cyberescroquerie qui soit l'inflation la plus récurrente sur lesquelles la scientifique est saisie. Donc, sur la base de ces tendances émergentes, on s'est rendu compte que la corruption dans le secteur extractif prenait de l'ampleur. Donc, sur cette base, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent à la GIABA a commandité une étude sur le thème le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à travers le secteur extractif. On a relevé les typologies par pays selon les tendances émergentes afin de sensibiliser l'opinion sur ce qui se passe dans ce secteur. Il faut prêter le page maintenant.
d'une typologie qui concerne le Togo. Donc, on va rapidement la lire. L'assertif a reçu une déclaration d'opération suspecte sur un compte ouvert dans une banque locale. Comme je le disais, une déclaration d'opération suspecte, c'est une déclaration inhabituelle, c'est une opération qui est inhabituelle. Quand vous voyez un étudiant qui va pour retirer ses 4 millions à la banque, on voit son profil, le profil client, il est étudiant, c'est ce qu'il a déclaré. Et il reçoit ses 4 millions, il doit pouvoir le chiffrer. Si c'est une donation ou bien c'est un mec, il doit y avoir des papiers. Mais il va y retirer ses 4 millions, il dit qu'on est envoyé 4 millions. Donc c'est un peu inhabituel. Donc l'assertif a reçu une déclaration d'opération suspecte sur un compte ouvert dans une banque locale. Appartenant à une société enregistrée dans un pays voisin, le compte était financé exclusivement par des paiements effectués par une société togolaise opérant dans le secteur extractif. L'enquête a révélé l'existence d'un contrat de location d'engins lourds entre la société togolaise et la société étrangère. En effet, la société togolaise loue les équipements auprès de la société étrangère et les paiements sont effectués comme stipulé dans le contrat. Les enquêtes ont révélé que plus de 4 milliards de francs CFA, environ 8 millions de dollars US, ont été versés sur le compte de 2010 à 2017. En 2016, plus de 400 millions de francs CFA, environ 800 000 dollars US, ont été versés sur le même compte. Les paiements compensatoires versés à la société étrangère sont beaucoup trop élevés par rapport à la nature du service public. Ils louent les engins, mais on se rend compte que ce qu'ils payent pour cette occasion-là, c'est un peu trop élevé. On voyait les montants, 4 milliards, 400 millions et autres. C'est un peu trop élevé. Pour une société normale, durant cette période, elle devait chercher à s'approprier ces marchés-là. Donc, vous allez voir la suite. Les paiements compensatoires versés à la société étrangère sont beaucoup trop élevés par rapport à la nature du service public, c'est-à-dire la location d'engins lourds. De même, les transactions sous couvert d'un contrat de location d'engins lourds sont en cours depuis 7 ans. Au cours d'une telle période, une entreprise rationnelle aurait pris la décision d'acquérir le matériel au lieu de continuer à le louer. Vous voyez? Donc, il ne comprend pas le fait. Ce qui vous a dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, quand on a fouillé, on a regardé un peu partout, on se rend compte que, voilà, la phrase qui suit. En outre, les personnes qui n'ont aucun lien avec l'entreprise ont effectué des retraits en espèces sur le compte de la société étrangère. On nous dit que des personnes qui n'ont aucun lien, ils ont effectué des retraits sur le compte. Donc, ça, c'est déjà un drapeau rouge. Et ça doit alerter la puissance de l'agent qui est au niveau de l'argent. L'enquête a également révélé que ces personnes sont proches des dirigeants de la société togolaise. Est-ce que vous voyez? Ils n'ont aucun lien avec la société étrangère, mais ils sont proches des dirigeants de la... Est-ce que vous voyez? Donc c'est toute une machination. Voilà. On voit maintenant les techniques et les méthodes points saillants de l'affaire. D'abord, il y a la technique de surfacturation. Paiement des factures surévaluées pour les contrats de service. Ça, c'est la technique qu'ils ont utilisée et cela confie un drapeau rouge pour un agent scientifique. Le deuxième point, pour devenir une corruption impliquant les sociétés multinationales. On parle d'une société dans un pays voisin, mais on nous dit que les dirigeants sont proches de la société togolaise. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a une machination qui ne dit pas son nom et on s'est rendu compte que dans les faits, on a les détails de cette affaire-là. Il y avait la corruption, les pots de vin et autres affaires. Violation des procédures de passation des marchés dans l'attribution des marchés. Au fait, il n'y a jamais un appel d'offres ouvert pour le truc là, le choix de l'entreprise qui va louer les marchés. Donc, c'est un choix, c'est-à-dire, c'est, comment on dit ça, degré à gré, n'est-ce pas? Ok. Donc, au fait, c'est un montage très complexe pour juste blanchir le produit de la fraude et de la corruption. Donc, et puis il y a aussi arrangement en matière de propriété
effective, comme je le disais tantôt. Ceux qui font des retraits n'ont aucun lien avec le truc, mais ils sont proches des dirigeants de la société togolaise. Donc cela renvoie également à la notion de bénéficiaire effectif. En réalité, quand on regarde ce qui se passe de près, ce sont les dirigeants de la société togolaise qui sont des bénéficiaires effectifs de la société qui est de l'autre côté. Donc voici un peu l'affaire là. Cette affaire, le rapport a été envoyé au procureur et le dossier actuellement est en cours de procédure auprès des autorités judiciaires. Donc, par rapport à cela, bon, on a proposé une petite conclusion. Déjà, ce sont des réalisations. Il y a l'intégration des conclusions de l'ENR et de l'évaluation spécifique dans le plan d'action de la stratégie nationale de LBCFT, l'élaboration et validation d'un modèle de formulaire d'identification du bénéficiaire effectif des personnes morales. Donc, quand on a fait cette évaluation spécifique des personnes morales, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un mécanisme d'identification du bénéficiaire effectif, donc la première des choses que la CETIV a faites, c'était d'élaborer un modèle de formulaire d'identification du bénéficiaire effectif. Le modèle a été élaboré et il a fait l'objet d'une validation nationale à l'Obéissisté Prosper au mois de mai 2022. Et puis l'amélioration du cadre juridique. On était à Dakar en mai 2022 pour l'évaluation mutuelle du Togo. Donc on s'est rendu compte que dans tous les secteurs, le cadre juridique était vraiment insuffisant. Des fois, le cadre juridique qui existait n'était pas complet, ou bien il n'y avait même pas de texte. Donc il fallait peut-être prendre des dispositions pour refondre ce cadre juridique et prendre en considération tous les aspects qui manquaient pour permettre une lutte efficace et collégiale contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc, je voudrais, pour finir, vous présenter une petite annexe. Ça concerne l'évaluation spécifique des risques de BCFT liés aux personnes morales, mais spécifiquement le secteur extractif, pour partager avec vous les conclusions de cette évaluation. Elle a été faite, le rapport a été validé en avril, je pense, 2020. Monsieur Aboukouji était là. C'était en avril 2022, non? Voilà, le rapport a été validé. Le document sera diffusé, on va vous l'envoyer pour que vous vous appropriez de ces conclusions. Donc, voici un peu ce que cela a donné. Au Togo, les sociétés extractives exploitent les gisements de calcaire, des mines, des hydrocarbures, etc. Elles effectuent des activités sur le reste du monde, importation et exportation. Et dans ce cadre, elles émettent ou reçoivent des transferts internationaux qui les exposent au BCFT, qui oblige le pays à identifier le bénéficiaire effectif des sociétés. Cependant, toutes les gens de l'idée ne sont pas mises en œuvre. C'est déjà une première conclusion, une première vulnérabilité. Selon le rapport d'études de typologie du blanchiment du capitaux et des financements du terrorisme liés au secteur de l'industrie extractive et minière en Afrique de l'Ouest, publié en 2019 par le GERA, les entreprises extractives sont utilisées à des fins de blanchiment et de financement du terrorisme. Cette situation est la traduction du manque de transparence dans la gestion ou l'exploitation des sociétés extractives ou minières, notamment en ce qui concerne l'identification des bénéficiaires effectifs, mais aussi de l'identification des personnes politiquement exposées détenant un permis d'exploitation et d'exploration. La vulnérabilité est également soutenue par l'insuffisance de la réglementation et de la supervision du secteur extractif et minier, ainsi que de l'absence de reddition des comptes. Ça concerne le Togo, effectivement, c'est le cas du qu'on a. En effet, toujours selon ce rapport, il a été révélé que le secteur extractif et minier togolais est utilisé pour blanchir le produit de la corruption et la fraude fiscale. En effet, suite aux investigations relatives à des doses transmises à la CETIV, il est ressorti que les entreprises extractives sont utilisées comme des sociétés écrans pour blanchir le produit de la corruption et de la fraude fiscale. Donc, dans ce rapport officiellement publié, ils ont récupéré l'affaire Nexis.
Et c'est un extrait. Donc on a mis la source en bas. Donc voilà un peu la situation. Actuellement, la Saint-Tim Togo a entrepris des activités qui sont relatives à l'amélioration du cadre juridique. Et le travail est en cours. Nous sommes en train de le faire pour voir dans quelle mesure on peut, puisque, comme je vous le disais tantôt, le Togo est actuellement dans le processus de l'évaluation mutuelle. En fait, c'est une évaluation par les pairs. Les autres pays viennent évaluer notre dispositif pour voir quelles sont les menaces, quelles sont les faiblesses de notre dispositif et maintenant proposer des mesures qui vont permettre au pays de renforcer sa lutte contre ces phénomènes-là. Et il nous a déjà été fait des recommandations que nous sommes en train de mettre en œuvre. En mai prochain, on va aller présenter devant les instances internationales ce qui est fait pour mitiger les risques identifiés. Et déjà, cet atelier, ce projet qui vient d'être lancé, nous allons l'inscrire dans nos réalisations. Cela permettra maintenant de revoir à la hausse la note du Togo en matière de transparence et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du Togo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.